Bonjour à tous et bienvenue sur Décideur pour le premier numéro de Décideur Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de legal design et j'ai pour cela la chance de recevoir 4 intervenantes de talent sur ce plateau. Tout d'abord, bienvenue à Aude Vandenbroek. Bienvenue. Bonjour, merci à toutes. Je suis Aude Vandenbroek. Je travaille au sein de la direction juridique de Philip Morris France et nous sommes en charge en France de la distribution des produits commercialisés par le groupe. Je suis ravie d'être avec vous pour parler du legal design. Et pour représenter le secteur public, bienvenue à Nadia Ben Ayed. Bonjour, donc Nadia Benayed, directrice des affaires juridiques et des assemblées au département des Yvelines, donc département de la région d'Île-de-France qui compte 1 437 000 habitants. Également Siem Ayadi. Bonjour, Siem Ayadi, avocate, ancienne directrice juridique et fondatrice de Juridi Legal Design depuis 2019. Et enfin, Carla Egli-Chung. Bonjour à toutes. Je suis la directrice commerciale et marketing de Legal Suite, qui est aujourd'hui l'un des leaders en legal technologie. Merci beaucoup pour ce tour de présentation. Maintenant, on va peut-être entrer dans le vif du sujet, parler du legal design. Siem, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le legal design ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, une définition établie du legal design sur le marché n'existe pas. Donc, je vais essayer de tenter de donner ma définition, en tout cas, comment je vois le legal design. Pour moi, le legal design, c'est une méthode de travail qui permet aux juristes et aux professionnels du droit de façon plus générale de développer un certain nombre de compétences extra-juridiques qui leur permettent d'être plus compréhensibles, plus accessibles vis-à-vis de leurs clients internes ou des clients externes quand il s'agit de cabinets d'avocats, par exemple. Donc, c'est une méthode qui demande, en tout cas, qui permet aux juristes de se mettre à la place de leurs clients pour imaginer comment ils peuvent être le plus proche d'eux et comment ils peuvent leur apporter des solutions les plus pragmatiques et le plus opérationnelles possible à leurs contraintes. C'est aussi, le legal design, c'est aussi une façon de développer un certain nombre aussi de soft skills qui peuvent permettre aux directions juridiques de réussir l'implémentation d'outils digitaux. Merci pour cette explication très claire. Et je crois que vous avez signé un partenariat entre Legal Suite et Juridi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Carla, Siem ? Tout à fait, oui. Nous avons eu le bonheur de nous rapprocher avec Legal Suite et Juridi. Un partenariat qui nous semble à nous naturel et certainement porteur de plein de bon sens pour nos clients. On pourrait se demander ce que vient faire une legal tech dans le legal design qui est plus effectivement sur un côté soft skills du juriste. Tout simplement, Legal Suite accompagne les directions juridiques depuis déjà plus de 20 ans avec des solutions digitales. Donc on est là sur la digitalisation. Et il nous a paru très important d'être présent également dans l'écosystème de nos clients et dans une démarche de design thinking, justement, être vraiment client-centric dans notre approche et ne pas se contenter de mettre un outil à disposition de nos clients, être là vraiment pour les aider, comme on dit aujourd'hui, à être un juriste augmenté. Et donc notre partenariat va intervenir en 2 phases ou en 2 parties. La première, elle va s'adresser aux clients de Legal Suite qui sont en cours d'implémentation de nos solutions. Pendant la phase projet, il nous paraît important aujourd'hui que le legal design intervienne pour justement expliquer cette transformation digitale à l'interne, aux opérationnels, et l'implémenter de manière qui fait sens au département juridique, mais aussi et surtout à ses clients finaux. Le deuxième volet du partenariat, il s'adresse à nos clients existants, mais aussi à nos futurs clients. C'est proposer tout simplement, lorsqu'on est en contact avec nos clients en département juridique, de la formation au legal design, de manière complètement indépendante, j'ai envie de dire, de l'installation d'une solution applicative, de leur proposer, de se former au legal design pour les aider à aller plus loin, eux, dans la communication et la compréhension
qu'ils veulent apporter à leurs clients finaux. Merci. Siem? Oui, donc dans la continuité de ce que disait Carla, parce qu'au fait, aujourd'hui, nous avons des directions juridiques qui vont de plus en plus vers l'automatisation, on va dire, d'un certain nombre de tâches, vers le digital, vers l'installation d'outils technologiques ou développement même en interne, parfois, d'outils propres à l'entreprise et à la direction juridique. Sauf que ceux et celles qui pilotent ces projets sont pour la plupart du temps des juristes, donc des experts en droit, et n'ont pas forcément, on va dire, tout le bagage ou tous les outils et toutes les méthodes qui leur permettent de réussir vraiment à 100% l'implémentation d'outils digitaux, parce qu'il faut un certain nombre de compétences, notamment je pense à la gestion de projet, à savoir comprendre le besoin de ses clients internes, pourquoi j'installe tel ou tel outil, est-ce que j'ai pensé à toutes les contraintes internes que j'ai, est-ce que j'ai pris en considération les demandes et les contraintes aussi de mes clients dans la façon dont je vais construire mon outil. Et une fois qu'on a posé tout ça, se pose la question aussi si on souhaite faire appel à un prestataire externe, comment je rédige mon cahier des charges, je travaille avec quelle direction interne pour monter mon projet, est-ce que je fais appel à la direction de l'informatique, est-ce que je fais appel à d'autres directions qui sont concernées directement ou indirectement, comment aussi je gère mon projet, quels sont les membres de l'équipe de la direction juridique que je dois embarquer dans ce projet, comment je vais communiquer en interne avant le lancement du projet, pendant et même après, comment je forme les utilisateurs. Et donc, toutes ces phases-là, le legal design, en tout cas la méthode du legal design par ces étapes, permettent aux juristes d'appréhender tout ce processus-là, ou du moins être dans un état d'esprit qui leur permet de développer, je reviens toujours aux fameux soft skills, un certain nombre de soft skills, je viens d'en citer quelques-uns, qui vont les accompagner, qui vont leur permettre d'être les juristes augmentés, en tout cas les juristes de demain, qui sont déjà présents aujourd'hui, pour réussir sa transformation digitale et aussi être des juristes qui ont plus de compétences que l'expertise juridique pour maîtriser, pour aussi savoir utiliser l'intelligence artificielle et surtout tous les outils digitaux d'aujourd'hui et de demain. Donc finalement, pourquoi les directions juridiques vous sollicitent-elles? C'est pour les raisons que vous avez déjà évoquées. Est-ce qu'il y en a? Il y en a d'autres. Peut-être Nadia et Aude peuvent en parler aussi. C'est vraiment une prise de conscience que aujourd'hui, avec toutes les, on va dire, les contraintes et les pressions qu'ont les directions juridiques, que ça soit dans la façon de répondre aux besoins de l'entreprise, la pression, aussi, j'appelle ça le millefeuille de textes réglementaires qu'il faut analyser, mettre en application, vérifier la mise en application, regarder les risques. Et donc, on est dans une phase depuis quelques années où les juristes se rendent de plus en plus compte qu'il faut changer la façon de communiquer, changer aussi l'image que peut avoir un juriste ou un directeur juridique, en tout cas une direction juridique en interne dans une entreprise ou dans n'importe quelle organisation. Hein, on ne parle pas que du domaine privé. Et donc, ils se rendent compte que la méthode du legal design, avec tous les outils que peut proposer cette méthode, peuvent les aider, ne serait-ce que par la formation, dans l'ouverture d'esprit qu'on peut apporter aux juristes pour qu'ils se disent il y a autre chose que l'expertise juridique que je peux développer et ça me permet de gagner en efficacité, de gagner du temps, de changer l'image que je peux avoir en interne. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important pour eux. Et justement, on a de la chance, du coup, d'avoir deux autres intervenants qui vont pouvoir nous faire un retour d'expérience, hein, justement. Est-ce que vous avez envie, Aude et Nadia, de nous parler de comment le legal design s'inscrit-il dans vos activités? Avec plaisir. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Siem, en effet, pourquoi les directions juridiques vont consulter, vont demander de l'expertise en legal design.
C'est pour compléter, c'est parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Siem. Il y a un vrai changement de paradigme aujourd'hui où on ne peut plus du tout demander à notre public, aux opérationnels, de s'approprier, de comprendre les normes juridiques qui sont souvent lourdes et très chronophages. Et c'est vraiment le rôle du juriste que de s'adapter à son public et de se mettre constamment à la place de son interlocuteur et de son public. Donc il y a un vrai changement d'état d'esprit et le legal design est un des outils, à mes yeux, le plus puissant pour ce faire dans ce que propose aujourd'hui l'univers des legal tech. Et une vraie illustration du nouveau rôle du juriste. Vous avez beaucoup parlé de juriste augmenté, du nouveau rôle de juriste comme business partner et facilitateur de prise de décision au sein de l'entreprise. Et pour parler maintenant de l'implémentation concrète chez nous notamment, je dirais qu'il y a un peu la partie émergée de l'iceberg. Pour ce qui est le plus visible, c'est évidemment dans nos interactions avec les opérationnels, avec la direction, qu'on va s'emparer de cet outil pour pouvoir rendre plus facilement digeste et plus appréhendable la matière juridique, qui encore une fois est souvent difficile d'accès, souvent très longue, complexe. Et le legal design va donc permettre de rendre plus accessible et plus appétissante la matière juridique à nos interlocuteurs. Donc concrètement, aujourd'hui, on s'en sert surtout pour illustrer les points juridiques clés au sein vis-à-vis des opérationnels. Il y a des secteurs qui s'y prêtent particulièrement bien. Nous, par exemple, c'est en droit de la concurrence et en matière de protection des données personnelles qu'on a commencé à développer des solutions de legal design, notamment dans le cadre de formation. Et voilà, comment aussi concrètement on s'empare du legal design, c'est aussi en intégrant au sein des parcours commerciaux de nos opérationnels les points clés juridiques de ces parcours, par exemple dans le cadre de négociations commerciales, dans le cadre de pratiques qu'ils ont quotidiennement. On va vraiment venir s'insérer dans ces schémas qu'ils connaissent, préexistants, pour aller via le legal design insérer des points clés du droit qu'ils doivent avoir en tête au quotidien. Et c'est vrai que c'est apprécié puisque ça capte déjà plus facilement l'attention, on s'inscrit dans leur parcours, dans leur jargon. Et par ailleurs, ça permet, en simplifiant un peu la norme, en allant droit au but, de faire des documents, de concevoir des documents vers lesquels ils vont avoir peut-être plus de plaisir à revenir. Et donc c'est ça l'objectif recherché, c'est de simplifier la norme de droit pour qu'elle soit vraiment utilisée avec bon escient. Pour la partie peut-être un peu plus moins évidente, mais tout aussi importante, c'est comment nous, au sein de la direction juridique, on pratique le legal design. Parce que Siem donnait cette définition en introduction, le legal design, c'est aussi avant tout une façon de se réinventer soi-même. Et donc, on a à cœur constamment au sein de la direction juridique de pratiquer le legal design en se mettant à la place de l'interlocuteur. Donc, c'est plus la norme juridique qui est au centre, c'est vraiment la personne qui a une problématique qui vient nous voir. On se met à sa place pour résoudre sa problématique. Et ça peut être juste répondre à un email, ça peut être revoir la façon dont on répond à une simple question par email, en essayant de se dire est-ce que je peux lui simplifier la vie? Est-ce que je peux schématiser ma réponse? Est-ce qu'au lieu d'envoyer quelque chose avec des bullet points super indigestes, je peux essayer d'intégrer un process sous forme de legal design? Et voilà, ça ne nécessite pas toujours de faire appel à des prestataires externes, je pense qu'on en reviendra, c'est aussi une façon soi-même de réinventer la manière de répondre aux interlocuteurs. C'est peut-être moins visible, puisqu'on a moins un travail de fond qui est fait avec un prestataire, mais c'est tout aussi important. Et du coup, ça nécessite évidemment de développer les soft skills dont vous parliez pour aller vers cette perspective-là. Et notamment, voilà, toute l'équipe a suivi une formation en legal design. Alors voilà, après, ça prend du temps. Hein. C'est comme un sport, il y a la théorie et la pratique. C'est qu'en pratiquant qu'on s'améliore. Et c'est un processus itératif. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parle souvent d'état d'esprit du juriste. Effectivement, on ne peut pas devenir legal designer du jour au lendemain, parce que d'ailleurs, c'est une discipline qui nécessite le croisement de plusieurs expertises, et pas que juridiques. Et aussi, c'est vraiment une prise de conscience du juriste qui se dit il faut que je change ma façon d'être avec mes clients, au quotidien, que ce soit dans la façon dont je m'adresse à eux, verbalement, dans la façon dont je rédige un mail,
Et donc, c'est tout un process, j'ai envie de dire, intellectuel et psychologique qui se met en place. Et effectivement, c'est un travail de tous les jours. Il ne suffit pas de suivre une formation pour le devenir. C'est se former, avoir le basique, j'ai envie de dire, savoir qu'est-ce qu'il faut développer en termes de compétences comportementales euh, pour le devenir et travailler dans cette méthodologie tous les jours. Ce n'est pas inné, c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'acquérir une nouvelle façon de travailler. Tout à fait. Ah oui. Et vous, comment ça se passe, hein? Oui, alors moi, je rejoins complètement vos propos. Nous, le legal design est parti d'une ambition qui est commune, je pense, à toutes les directions juridiques, hein. C'est-à-dire vraiment d'avoir une place, une vraie place en fait dans le process de décision, de plus être perçu comme un coût, mais vraiment comme un levier de la décision et un levier d'efficacité. Donc, à partir de là, c'est une ambition aussi qui s'ancre dans une réalité, un peu une frustration hein, de la part de mes équipes. C'est-à-dire que, d'une part, il y a les équipes juridiques qui fournissent un travail important d'analyse juridique, etc. Et de l'autre, parfois, on voit qu'il y a un hiatus entre le travail qui est fait et ce qui est livré, en fait. C'est-à-dire, vraiment, il y a une question de langage et donc d'impact en fait de notre travail et donc la question de notre place et de notre efficacité. Voilà, donc à partir de là, donc nous on a deux actions. La première, c'est évidemment de se former. Donc nous, on est vraiment aux prémices, hein, et je le dis en étant tout à fait à l'aise parce que je pense qu'on est quand même au début en fait de cette prise de conscience. De vraiment de devoir faire un pas de côté, de devoir en fait changer de culture en fait. Les juristes et vraiment mettre les contraintes, l'intérêt de nos interlocuteurs au centre de nos préoccupations, tout en gardant bien évidemment nos qualités de juriste et de rigueur, etc. Mais voilà. Donc à partir de là, effectivement, donc on s'est engagé dans une démarche de formation. Donc la formation, c'était très intéressant parce que déjà, ça pose la question du sens de notre action, en fait. Et c'est névralgique, parce qu'en fait, quand on sait pourquoi on est là, du coup, ça conditionne le reste. Ça conditionne la façon d'écouter, la façon d'écrire, la façon de parler. Et donc, effectivement, comme le disait tout à l'heure Siam, donc ça permet de développer vraiment des compétences d'empathie, mais pas au sens émotionnel du terme, encore une fois, hein, c'est important, d'empathie qui permet donc d'être là où on doit être, c'est-à-dire à l'écoute des besoins de nos clients internes et derrière de proposer une offre adaptée. Et donc nous, on en est là, c'est-à-dire qu'on est en train de construire une offre en interne. Alors, je vous rassure, hein, on était déjà au courant des besoins en fait de nos interlocuteurs, mais justement, en fait, le legal design nous apporte une méthode, en fait, une méthode de travail, un état d'esprit. Et puis une façon en fait de se positionner vis-à-vis de nos clients internes entre guillemets. Et donc, ne serait-ce que par la culture du feedback, c'est-à-dire justement, ok, jusqu'à ce jour nous travaillons ensemble, mais aujourd'hui en fait, comment est-ce que nous on se remet en question en fait par rapport à la façon dont on travaillait ensemble auparavant, et puis comment on adapte vraiment direction par direction, qui ont des métiers complètement différents, des besoins juridiques singuliers. Donc comment est-ce que nous on entend ça et comment on réfléchit au niveau de réponse, que ce soit sur le fond ou la forme, à apporter. Et donc c'est une étape qui est en fait préalable, qui est vraiment nécessaire pour passer ensuite à l'étape éventuelle de digitalisation. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est, on va dire, dans les grands traits. Alors bien sûr, on a commencé à mettre en œuvre cette méthode-là au quotidien. Donc pour rejoindre effectivement les propos d'Aude, donc c'est vraiment un état d'esprit à mettre en œuvre au quotidien dans la manière d'écouter, d'écrire et de parler, pour le dire de manière extrêmement schématique, mais c'est très très important. Surtout que nous, les juristes, on est tout le temps renvoyés à notre complexité, à notre jargon, très facilement renvoyés à ça. Donc c'est à nous de relever ce challenge et de ne pas tomber dans ce piège, justement. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu au quotidien et c'est une manière... c'est un enjeu qui est important aussi parce que de là découle aussi notre efficacité, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est
c'est important aussi que nos décideurs et les directions opérationnelles s'emparent de leur cadre d'action. Et qui, en fait, plus en fait, ils seront sensibilisés, ils pourront s'emparer en fait des enjeux juridiques, et plus notre travail à nous aussi sera intéressant et efficace. Voilà, donc comme je le disais, on a commencé à mettre en œuvre certaines actions par rapport à des chantiers un peu essentiels, comme de compliance, pour reprendre un terme privé, mais chez nous, voilà, ça se dit pas comme ça. C'est plutôt voilà, des enjeux de conformité par rapport à tout ce qui est prévention des conflits d'intérêts. Donc, c'est des questions très, très importantes, puisqu'elles touchent nos élus, voilà, donc avec un enjeu politique, juridique très important. Donc, c'est vrai qu'avec mes équipes, on a... le legal design nous a aidé à réfléchir à un process où on a mis vraiment l'élu au cœur de notre manière de travailler. Donc voilà, donc on a pu commencer, par exemple, donc ça a conditionné le process auquel on a réfléchi et que l'on a mis en œuvre. Et bien sûr, on est passé par l'infographie, mais l'infographie était un résultat en fait, c'est-à-dire que dans le process, on s'est dit, à un instant T, par exemple, dans l'action de sensibilisation, comme c'est des sujets qui sont très complexes, puisqu'on parle d'infractions pénales assez complexes à appréhender. Et donc, étant donné aussi que c'est une matière qui fait peur et en même temps qui concerne la vie des élus, donc il fallait trouver une manière de les, de les sensibiliser, de les faire adhérer en fait à ces sujets-là, dans leur propre intérêt. Et donc, effectivement, c'est là où s'est posée la question de l'outil. Donc, effectivement, ça peut être de l'infographie. Alors, demain, ça pourrait être de la digitalisation. Voilà. Donc, effectivement, l'étape d'après, ça va être de passer un petit peu plus dans le quotidien à l'infographie. Et je pense et j'espère demain à une digitalisation, c'est-à-dire qui nous permettrait, nous... j'allais dire de faire un peu plus de droit aussi, égoïstement, c'est-à-dire de moins être entravé par des tâches récurrentes, des tâches en fait qui peuvent être complètement standardisées et où nous on a pas vraiment de plus-value, où on doit un peu concentrer les efforts en fait et l'effort de ressources sur vraiment là où on attend de l'expertise très pointue. Voilà. Et juste, je complète, et là où je rejoins Nadia par rapport au processus, à l'état d'esprit, et aussi que, in fine, l'infographie, c'est le résultat de la méthode ou d'un processus, et ce n'est pas ça le legal design. Et ça, on l'a vu pendant la formation. Au début, les juristes, on me disait, est-ce que à la fin de la journée ou la formation, on va faire une infographie? Je leur dis, mais moi-même, je suis pas infographiste, donc moi-même, je ne sais pas le faire. On verra comment vont évoluer les choses pendant la formation. Et c'est vrai, en partant de cas concrets et en travaillant sur un cas concret de la direction, en se mettant à la place des élus, en tout cas de leurs clients, les juristes, tout seuls, pendant la formation, ils se sont rendus compte que la façon dont ils rédigent, la façon dont ils s'adressent à des non-juristes, elle peut être améliorée pour se faire comprendre, pour sécuriser aussi, pour gagner en efficacité, gagner en temps. Et à la fin de la formation, ils étaient capables de rédiger ou re-rédiger, restructurer, et aussi d'imaginer comment on peut présenter visuellement l'information aux parties prenantes. Chose qui était pour eux impossible au début de la formation. Et c'est vrai que c'est pendant ces formations aussi, ce que je remarque, moi, de ma fenêtre, c'est que les juristes commencent à travailler ensemble, parce qu'on fait des groupes, des petits groupes, et ils développent aussi l'intelligence collective. Et ils voient tout ce qu'ils peuvent tirer du fait qu'on va casser les silos entre nous, même si on ne fait pas la même spécialité en droit. On va travailler ensemble et on va se challenger, on va écouter les feedbacks des uns et des autres, et qui se rendent compte qu'à la fin, le résultat, il peut être... Oui, tout à fait. Je partage complètement. C'est vrai que c'est très intéressant de constater à quel point ce temps de formation permet de lever les résistances chez les juristes. Et moi, la première. Enfin, c'est-à-dire que voilà, moi, j'étais aussi à la base, j'avais tous les clichés classiques que peuvent avoir les juristes vis-à-vis de l'approche du legal design.
alors qu'aujourd'hui, je suis complètement convaincue de l'intérêt de cette méthode. Et c'est vrai que la formation permet de se convaincre de l'intérêt du legal design. Donc, par des choses simples, c'est-à-dire ne serait-ce que l'apprentissage, enfin la mise en œuvre de l'empathie et du langage juridique clair permet de constater, moi je l'ai vu, hein, on a pris un exemple de note, d'une note qui à la base faisait 2 pages, ou d'un courriel, tout à l'heure vous faisiez référence à un courriel, et en fait on a vraiment contracté le document de façon très très importante sans perdre le sens. Donc ça en fait c'est très important parce que quand on communique auprès d'un décideur, en fait l'effort de synthèse est névralgique. Si on n'est pas synthétique, on n'est pas entendu. Voilà. Si on n'est pas entendu, ça veut dire qu'on ne peut pas faire notre travail. Voilà, c'est tout simple. Et vous l'avez toutes très bien dit, on est au début d'une prise de conscience par rapport au legal design. Comment convaincre les directions juridiques qui ne sont pas encore rentrées dans ces formations et dans cette utilisation? Moi, j'aimerais répondre à cette question, en même temps faire le lien avec ce que disait Siem sur un mot qui m'a semblé très important, qui est celui de sécurisation. Nos clients, ils sont juristes, ils passent leur temps à sécuriser. Voilà, ils sécurisent, ils essayent d'évaluer, ils évaluent, pas ils essayent, ils évaluent, ils cartographient les risques, et ils sécurisent. On parle plus précisément ici de l'activité contractuelle qu'ils cherchent à sécuriser. Et moi, je le vois, on leur donne des outils aujourd'hui pour les aider à négocier les contrats, à générer les contrats. Voilà, je vais pas rentrer dans le côté digital, mais tout ça, c'est très bien et ça les aide énormément. Effectivement, ça vous permet de ne pas passer du temps sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et chronophages, etc. Mais si on a fait tout cet effort en amont pour produire un contrat qui est bien ficelé, sécurisé, et que finalement ceux qui doivent l'appliquer ne le comprennent pas, eh bien on n'a rien fait finalement, parce que c'est un contrat à sa vie. Et lorsqu'on arrive à l'application du contrat et quelques années après sa négociation, peut-être même que le juriste qui l'a négocié n'est plus là, si ce contrat n'est pas facilement compréhensible et on ne peut pas facilement s'appuyer dessus, soit pour régler un litige ou au contraire créer une opportunité, eh bien on a quelque part perdu un peu tout le travail qui a été fourni par les juristes lors de la négociation du contrat. D'où aussi le partenariat entre Juridi et Legal Suite. Et donc, quel est le retour des opérationnels? On a des retours positifs à ce jour. Déjà, les opérationnels notent l'effort qui est fait pour venir démystifier le jargon juridique. Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, une certaine angoisse des opérationnels pour le domaine juridique, qui n'a jamais cliqué sur des conditions générales sans même les lire. Voilà, c'est extrêmement fréquent. À nouveau, les documents sont longs, indigestes. Donc, ils notent vraiment l'effort de simplification qu'on peut faire, le pas énorme qu'on peut faire vers eux pour justement démystifier la norme juridique et leur permettre d'être vraiment acteurs de leurs décisions. Comme Nadia l'évoquait, voilà, c'est vraiment notre rôle que de leur permettre voilà, de sécuriser au maximum l'entreprise et de leur permettre, fort de cette compréhension des sujets, de vraiment d'être autonomes dans leur prise de décision, dans leur manière d'exercer leur métier à eux. Donc on a des retours très positifs là-dessus. Évidemment, il y a quelques points d'attention avec le legal design. À force de vouloir parfois simplifier le propos ou utiliser des infographies, des pictogrammes, des codes couleurs, on peut parfois véhiculer un message un peu orienté ou un peu faussé. Et je l'ai vu quand on fait avant de déployer, nous, les solutions légalisanées, on fait des tests auprès de nos utilisateurs à petite échelle pour nous assurer que ce qu'on met en place, c'est vraiment compréhensible et c'est avant de le dupliquer à grande échelle. Et c'est vrai que parfois, à utiliser un peu des codes couleurs ou des simplifications pour aller dans leur sens, on axe un peu les messages ou on ne centre pas suffisamment sur le point clé. Et il y a beaucoup d'itérations, d'aller-retour avec les équipes avant de designer une solution qui vraiment va être efficace pour eux. Donc c'est un gros travail de la direction juridique, un peu centrée sur elle-même et réfléchir à comment elle va répondre aux besoins de l'utilisateur. Mais il est extrêmement important de tester ensuite la solution
de faire des allers-retours et de prendre en compte les feedbacks des opérationnels pour continuer de s'améliorer collectivement. On est complètement dans le design thinking, hein. Exactement. D'ailleurs. C'est Ouais. le prototypage rapide, l'immersion, et ensuite le prototypage rapide, le retour d'expérience, où on réexpérimente, on refait, l'itération, c'est exactement ça. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la méthode, c'est l'ouverture et le retour à soi. C'est-à-dire l'empathie cognitive, comme l'a dit Nadia tout à l'heure, c'est plutôt l'écoute et la compréhension du besoin. Donc, je suis plutôt ouvert aux autres. Après, je referme pour faire les recherches nécessaires, pour imaginer les solutions. Et par la suite, je réouvre pour aller tester, recueillir les remarques et le feedback de mes utilisateurs pour m'améliorer, améliorer mes services, améliorer mes solutions. Et c'est le design thinking, effectivement, ce n'est ni plus ni moins que ça, appliqué au droit, mais c'est quelque chose de très nouveau et pour les juristes. Pas naturel. C'est pas c'est pas naturel, c'est pas des choses qu'on nous a appris à l'école ou Bien sûr. voilà. Donc c'est tout un état d'esprit qui doit évoluer. Tout à fait. Alors moi, je partage totalement, je le dirais différemment. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, c'est que ça nous confère un nouveau rôle. C'est-à-dire que on est vraiment positionné comme des co-constructeurs en fait du projet. C'est-à-dire que ce travail d'itération en fait conduit à challenger le projet, conduit vraiment à challenger la demande. C'est-à-dire que très souvent les directions viennent nous voir avec une demande juridique, on leur renvoie en fait à leurs propres objectifs, leur stratégie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que nous on se positionne vraiment comme comment dire, un acteur à part entière dans la réalisation du projet. Et puis ça confère un nouveau rôle aux juristes. Et donc c'est là aussi où il y a un changement culturel aussi à avoir, c'est-à-dire que notre rapport, il n'est pas strictement juridico-juridique. C'est-à-dire qu'on a une posture, une place à prendre, une méthode qui est en fait au service du projet. Voilà. Et c'est effectivement, c'est une nouvelle en fait compétence, il me semble, indispensable aux juristes. Ouais, il y a un vrai décloisonnement des métiers qui a lieu aujourd'hui et qui s'illustre très bien sur des applications type legal design. Merci à toutes de nous avoir parlé de legal design aujourd'hui. Peut-être un mot de la fin, Carla? Alors moi, j'ai envie de dire à nos clients juristes qui sont connus pour leur rigueur et leur logique de ne pas avoir peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, on est dans le thème de l'innovation, du legal design. Je vais citer Einstein qui nous disait que la créativité, c'est tout simplement l'intelligence qui s'amuse. Donc voilà, amusez-vous. Nadia? Alors peut-être dire que le legal design, c'est effectivement une innovation pour les juristes. C'est avant tout une innovation managériale, avant d'être une innovation technologique, hein, digitale. Voilà, donc, et je pense qu'elle concerne aujourd'hui vraiment, qu'elle est un outil vraiment très important pour les enjeux des directions juridiques du secteur public. Aude? Oui, peut-être dire que le legal design, c'est aussi une belle manière d'inviter les juristes qui sont souvent un peu fermés dans leur jargon, leur univers, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puisque c'est vrai que d'autres secteurs, d'autres types d'activités sont souvent plus en pointe sur la manière de communiquer en langage clair. Le langage juridique clair, c'est pas inné. Et donc c'est intéressant aussi de se dire que les juristes vont devoir s'intéresser aussi à ce qui se fait autour d'eux dans des secteurs pas du tout juridiques pour s'inspirer et s'améliorer. Et c'est une belle opportunité à nouveau qu'offre le legal design et je crois que les juristes doivent vraiment s'en saisir. Et Siem? Je dirais plutôt le mot du début. Déjà, le début de ce beau partenariat avec Legal Suite qui est innovant parce on allie vraiment l'innovation digitale avec le développement de compétences pour les juristes. Et donc, on remet toujours l'humain au centre de toutes les démarches hein, et aussi de l'évolution des métiers du juriste. Et aussi encourager les professionnels du droit de tous, hein, de moins s'intéresser à la méthode et essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça peut leur apporter dans leur avenir. Voilà.
Eh bien, merci à toutes présentes sur le plateau d'avoir parlé de Legal Design et à vous qui nous avez suivis et à très bientôt sur Décideur.